Ok, on continue sur les intervalles de confiance. Donc, on vient de parler un peu de la moyenne. Je vais peut-être faire une petite parenthèse pour parler de la variance et on reviendra sur la moyenne un petit peu ensuite. Donc, je vais partager mon écran. Tchup, tchup, tchup. Ok. Donc, on va continuer à garder une hypothèse. Alors, je ne l'ai pas précisé ici, malheureusement, j'aurais dû la mettre en gras. On continue à supposer qu'on a des observations qui suivent une loi normale à mu sigma 2. Okay, donc, on continue à rester dans ce monde gaussien où on est assez confortable parce qu'en fait, on connaît tout. Encore une fois, je vous ai fait une séance dédiée autour de la loi normale et des lois dérivées. Donc, on contrôle relativement bien ce qui se passe quand on a un échantillon gaussien. En particulier, si jamais je définis un S carré comme étant la variance empirique et je la vois comme étant une variable aléatoire, okay, dans ces cas-là, ce qu'on avait dit, c'était n-1 S carré sur sigma 2, ça suit une loi du qui 2 à n-1 degré de liberté. Okay, donc, je vous passe l'histoire du n-1, mais c'était lié au fait, en gros, que tous ces termes ne sont pas strictement indépendants, puisqu'en fait, tout dépend d'un même paramètre. Et donc, si jamais vous en avez n-1, vous avez forcément le dernier. Voilà. Essentiellement parce que la somme des y est égale à n fois yx bar. Bon, anyway. Euh, j'ai une loi du qui 2 et puis j'ai juste cette petite subtilité sur le n-1, exactement comme pour la loi de Student. Enfin, on s'en fout. C'est pas très très important. Mais voilà, il s'avère que ce S, je connais sa loi. Je sais que ça suit une loi du qui 2. Donc en fait, je peux vous garantir que à partir du moment où je peux récupérer des quantiles d'une loi du qui 2, et ça je sais le faire, c'est relativement facile, dans ces cas-là, je peux construire là encore mes intervalles de confiance. On va faire exactement la même stratégie qu'auparavant. Ce qu'on faisait auparavant, c'était de dire, je définis ma variable z, c'était en gros du x bar moins mu sur un sigma divisé par racine de n, ça suit une loi normale, et dans ces cas-là, on peut extraire une information sur la grandeur inconnue qui était celle-là. Mais là, c'est un peu la même chose. Euh, si jamais j'efface ça un instant, pouf, 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 euh, on a une loi, disons, j'introduis, alors j'ai pas donné de lettre, j'aurais peut-être dû, mais ici, cette grandeur Q, elle a une loi que je connais, donc c'est l'équivalent de mon Z auparavant, donc c'est pas une loi normale, c'est une loi du qui 2, mais c'est pas loin d'être la même chose. J'ai cet objet-là qui va dépendre de grandeur que je connais, ok. En particulier, cette grandeur-là dépend de mes données, cette grandeur-là dépend de la taille de mes données, et donc je vais pouvoir récupérer un intervalle de confiance sur le sigma 2. Okay, je vais juste falloir bricoler un tout petit peu. Donc, on fait la même chose qu'auparavant. Donc, j'ai ma statistique Q qui suit une loi du qui 2. Donc, une loi du qui 2, je vous rappelle, c'est des lois qui ressemblent à ça. Okay, alors, en gros, j'ai l'impression que la première devrait suivre une espèce de loi du qui 2 à 10 degrés de liberté. L'autre, on est plutôt sur du 20 ou 30 degrés de liberté. D'accord. Donc, à partir de là, je peux récupérer exactement de la même manière où on avait nos quantiles. On va faire la même chose. On va récupérer le quantile, par exemple, ici, à 5% et ici à 95%. Donc ça me permettrait d'avoir un intervalle dans lequel je me trouve avec 90% de chance. Okay, donc vous vous donnez une probabilité, on va construire des intervalles. Alors ils ne sont pas stricto sensu symétriques, ils sont symétriques en termes de proba, okay, mais pas en termes de valeur. Donc c'est pour ça que je ne peux plus utiliser les propriétés que j'avais auparavant, c'est-à-dire le fait que quand j'ai une loi normale, U de 1 moins alpha sur 2, c'est moins U de alpha sur 2. D'accord, donc j'avais cette symétrie sur la loi normale que j'ai perdue. Parce que je suis plus symétrique par rapport à 0, j'ai une loi sur R+. Voilà, donc je ne peux pas exactement le construire, mais je peux quand même toujours récupérer mes quantiles. Et c'est ça l'idée. En fait, je récupère mon quantile de ma loi du qui 2, donc c'est ce que je dis ici. F nu, c'est la loi du qui 2 à nu degré de liberté. Donc je prends la loi du qui 2 à n-1 degré de liberté de niveau alpha sur 2, 1 moins alpha sur 2, ce qui me donne mes deux bornes à gauche et à droite. Donc ça nous dit en gros la même chose que ce qui est ici. Supposons que j'avais mes 10 degrés de liberté, j'ai une dizaine d'observations. Ça vous dit cette statistique-là doit être comprise entre, je vous le fais à la louche, mais entre moins 3 et 17, pardon, plus 3 et 17, avec une probabilité de 90%. Okay, donc le 1 moins alpha, c'est lié au fait qu'ici j'ai ma probabilité alpha sur 2, ici j'ai ma probabilité alpha sur 2, et donc la probabilité d'être entre les deux, c'est 1 moins alpha. Okay, donc j'utilise toujours à peu près les mêmes conventions. Et donc je récupère comme ça mes deux niveaux. Donc j'ai ma fraction qui est comprise entre deux valeurs. Donc ça me permet de construire un intervalle dans lequel se trouve, et attention c'est là où ça devient subtil, la valeur au dénominateur. Donc il va juste falloir faire un tout petit peu attention, puisqu'en fait ça va s'inverser. Donc cette fois-ci ma bande sup va passer à gauche, ma bande 1 va passer à droite, essentiellement parce que si jamais une grandeur est comprise entre A et B, l'inverse de cette grandeur, elle est comprise entre 1 sur B et 1 sur A. D'accord, donc il faut que je permute, puisque l'inverse est une fonction décroissante. Ok, donc euh, j'ai besoin de faire cette petite bricolage, mais voilà, il n'y a rien de bien méchant.
Et donc, voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai mon intervalle de confiance. Tout simplement en disant, je vais utiliser cette grandeur-là qui était en fait mon S carré. Okay, donc, en fait, je suis juste en train de vous dire, l'intervalle de confiance, alors qu'on note bilatéral, qui n'est pas exactement symétrique, mais qui est symétrique en termes de proba, de niveau 1 moins alpha pour ma variance, en fait, c'est n-1 fois la variance empirique divisé par mon quantile de ma loi du Ki 2 à n-1 degré de liberté de niveau 95 ou 97,5%. Et à droite, je me retrouvais avec du n-1 multiplié par mon estimateur de ma variance, divisé par le quantile de la loi du Ki 2 à n-1 degré de liberté toujours, mais de niveau 5% ou 2,5% suivant le niveau d'alpha. Okay, donc c'est bon, on a réussi à l'avoir. Donc à partir du moment où je l'ai eu, alors cette fois-ci, il y a une petite erreur là encore que je vais corriger. Donc si je veux un intervalle de confiance, cette fois-ci non pas pour la variance, mais pour l'écart type. Okay, donc j'ai mon intervalle de confiance pour la variance, mon intervalle de confiance pour l'écart type. J'utilise exactement la phrase que je vous disais. Si jamais j'ai une valeur qui est comprise entre A et B avec une certaine probabilité, si jamais je prends et que la valeur est positive, en prenant la racine carrée, je vous le fais proprement, mais si jamais je vous dis que A est compris entre S carré et B, dans ces cas-là, je vous dis que racine carrée de A est compris entre S et racine carrée de B avec avec la même probabilité en fait. Okay, et le point que j'ai évoqué auparavant, c'était de dire si jamais je travaille sur l'inverse, donc l'inverse, il est compris entre 1 sur A et 1 sur B. Okay, donc je vous renvoie aux mathématiques de secondaire sur le fait que quand on a des inégalités et qu'on prend des inverses, il faut inverser les signes. Enfin, il n'y a rien de bien méchant. Donc je suis juste en train de vous dire, je prends la racine carrée finalement du coefficient qui était à gauche, okay, que je vais multiplier par mon estimateur de mon écart type, et puis je prends celui de droite à droite. Okay, donc comme ça, je peux récupérer assez facilement des intervalles de confiance sur des variances. Alors on peut faire un petit peu mieux là encore quand on a deux échantillons. Tout à l'heure je me demandais est-ce que les notes des élèves elles changent entre 2 années. Je pourrais me dire est-ce que la variabilité elle change aussi. Okay, alors pour la variance, on ne va pas s'intéresser à la différence, mais on va s'intéresser à un rapport de variance. Okay, pour faire simple, essentiellement, je vous renvoie aux capsules sur les lois normales et les lois dérivées, puisqu'en fait, on avait une propriété qui nous dit la chose suivante, c'est que, en gros, si je vous le fais rapidement, si jamais j'ai x qui suit une loi du Ki 2, si jamais j'ai y qui suit une loi du Ki 2, alors le ratio x sur y qui suit une loi qu'on connaît, c'est la loi de Fisher. Okay, un coefficient multiplicatif près qui va être lié au degré de liberté, mais on s'en fout. Disons que c'est la ratio dont on connaît la loi. Okay, ce n'est pas la différence entre entre deux variables du Ki 2, c'est le ratio des Ki 2. Donc en fait, c'est beaucoup plus pertinent de regarder le ratio. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est l'intervalle de confiance pour le ratio sigma x sur sigma y. Ça va être à peu près le même genre de choses. Donc on va avoir le ratio empirique qu'on a observé, multiplié par les quantiles de mes lois de Fisher. Voilà, j'ai mis des étoiles. C'est pas fondamental. Ce serait fondamental si jamais on allait jusqu'à la fin du cours pour travailler sur les modèles et comparer des modèles, par exemple. Parce que comparer des modèles, c'est comparer des variances de résidus, donc de ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc on regarde les résidus obtenus avec le premier modèle, les résidus obtenus avec le second, on se demande est-ce que j'ai vraiment gagné en variance? Est-ce que j'ai vraiment un modèle qui me réduit ma variance de mon incertitude? Pour le moment, on n'a pas, vu qu'on ne va pas aller jusque-là, je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est une question assez importante, cette stabilité de la variance, que vous pouvez retrouver sur tous les modèles de climat, par exemple. Est-ce que la dispersion qu'on a autour de la température moyenne, elle a changé au cours des 20 dernières années par rapport à ce qu'il y avait, disons, dans les années 1950-1970? Okay, donc cette question de stabilité de la variance, c'est quelque chose de relativement important, et le test, c'est basé sur des rapports. Donc on fait des tests sur les rapports des variances. Je vais juste vous montrer comment ça marche, et je vous le fais rapidement. Je vous ai donné ici deux séries de chiffres. Okay, donc 9, 12, etc. Puis ici, j'étais sur du 11, 23. Quand je fais le rapport des variances, je fais un rapport qui est de 0,35, à peu près un tiers. Okay, donc si jamais je récupère mes quantiles de ma loi de Fisher, je récupère ces valeurs-là, et ensuite, je multiplie par le rapport des variances. Donc ça me donne un intervalle pour mes écarts des variances, pour mes rapports des variances, qui est de l'ordre de entre 10% et 120%. Okay, donc on voit qu'on passe d'une grandeur qui semblait relativement petite, de l'ordre d'un tiers, à quelque chose qui est relativement grand, et finalement on se demande est-ce que la variance elle n'est pas identique dans les deux groupes. D'accord, donc on a un intervalle qui est relativement important. Ok, alors je peux le faire sur les tailles des hommes et les tailles des femmes. Encore une fois, je prends mon échantillon. Alors, tout à l'heure, on avait fait le t-test.
Là, techniquement, ça s'appelle le var test. Donc, on fait var pour un test. On oublie le fait qu'on fait un test. On va oublier le fait qu'il y a une p-value. Okay, donc, ici, il vous renvoie le rapport des variances. Okay, et il vous renvoie l'intervalle de confiance. Donc, il semblerait que les rapports des variances soient pas exactement les mêmes. D'accord. Donc, en particulier, on a l'impression que le rapport des variances est de l'ordre de 3/4. Mais quand on fait l'intervalle de confiance, on s'aperçoit que on est entre 50% et 1 point, enfin, entre 0,5 et 1,15. Okay, donc, ce qu'on peut retrouver tout simplement en faisant le ratio. Je vous remets la formule, encore une fois, ce que fait R, ce qui est planqué dans cette fonction, c'est les propriétés dont je parlais auparavant. Donc, là encore, le but du cours, c'est de vous expliquer que la statistique, ce n'est pas de la magie. Les chiffres qui sont donnés, il y a un raisonnement très très simple qui est derrière. C'est juste, techniquement, ils utilisent cette formule-là. Donc, il n'y a rien de bien méchant. Pour faire cet intervalle de confiance, on a juste ce petit calcul-là. Voilà, c'est juste que c'est joli, mais voilà, on pourrait le faire nous-mêmes. D'accord. Donc, il n'y a rien de mystérieux dans ce que c'est que cet intervalle de confiance. On peut lui faire confiance, ok. Faire confiance à un intervalle de confiance, c'est un bien grand mot, mais voilà, on peut lui faire confiance. La seule chose qui est importante, c'est que ça n'a de sens que si les observations suivent des lois normales. Okay, donc, il faut avoir des lois normales. Il s'avère que pour mes tailles des élèves, c'est à peu près réaliste. Ok. On fait une petite pause et on attaque sur les proportions. Les proportions, je vais en parler un petit peu rapidement, mais je reviendrai plus tard sur une série de slides dédiés parce que les proportions, c'est un sujet largement étudié. Et voilà, si jamais vous avez besoin de le faire en pratique, il s'avère que dans pas mal de problèmes de sciences, on est juste sur des proportions. Ça peut être pratique de voir un petit peu ce qui se fait pour améliorer parce qu'il y a des problèmes sur la méthode que je vais vous proposer. À tout de suite.